si on parle des minéraux, on est obligé de faire mention à l'équilibre acide-basique, donc qui est une loi de base en médecine alternative. C'est peu considéré en médecine allopathique. Alors c'est une loi physiologique qui est observable, qui est identifiée depuis longtemps. Pour preuve, sur chaque prise de sang, quasiment vous avez des relevés de minéraux, potassium, sodium, calcium, magnésium et d'autres oligo-éléments, comme le fer par exemple. Et le fait d'en parler là tout de suite, ça va évidemment toucher à la santé précisément. Alors on parle souvent de se complémenter en magnésium, en calcium, etc. Pourquoi certains minéraux plus que d'autres? Donc ce que je disais, c'est on doit comprendre déjà l'équilibre acide-basique. C'est un système tampon autorégulé sur une base homéostatique qui fait en sorte qu'on a des systèmes tampons qui équilibrent nos excès d'acide. Ces excès d'acide peuvent avoir plusieurs origines. Les premières, c'est une toxémie trop grande, qui va être acidifiante, et puis surtout des entrées d'acide, donc des éléments acidifiants. Qu'est-ce qui va être acidifiant? Eh bien, tous les aliments qui ne sont pas des fruits et des légumes, pour faire très simple. Seront très acidifiants les aliments fortement azotés, riches en soufre, comme les protéines animales, mais toutes les protéines sont acidifiantes, même les végétales. Ça va être aussi une grande partie des oléagineux, à l'exception des amandes. Les graisses, tout ce qui est gras sera neutre, et voilà, donc fruits et légumes seront alcalinisants. Donc notre alimentation peut être acidifiante. Notre manque de sommeil peut être acidifiant dans le sens où on va mal réguler l'organisme. Notre respiration peut être acidifiante si elle n'est pas suffisante, si elle n'apporte pas assez d'oxygène aux cellules. Une cellule asphyxiée baigne dans un environnement acide. Alors quand je disais que c'était peu considéré par la médecine allopathique, c'est parce que les processus régulateurs vont de fait, ce sont des systèmes de tampons qui vont de fait. Mais les réserves pour tamponner ne sont pas inépuisables. Et c'est là où la naturopathie, l'hygiénisme et d'autres approches de santé mettent en avant l'équilibre acide-basique. Pour tamponner quelque chose qui est trop acidifiant, on va dire pour le sang, pour faire général, donc le sang a un pH qui est situé grosso modo aux alentours de 7,3 sur l'échelle du pH, 7 étant la neutralité, donc nous avons un sang légèrement alcalin. Donc les éléments qui arrivent dans ce sang doivent eux aussi être légèrement alcalins. De toute façon, tout doit être compensé pour que le pH soit maintenu dans une zone entre 7,3 et 7,4 sur une échelle logarithmique. Donc ça paraît peu, mais c'est quand même significatif. Et donc les éléments tampons qui vont permettre de maintenir ce pH de manière légèrement alcaline, ce sont des minéraux dits alcalins. Alors ils sont classés au même endroit dans le tableau périodique de Mendeleïev. Il y en a 4 principaux: magnésium, calcium, potassium, sodium. Donc c'est-à-dire ceux qu'on retrouve dans les analyses médicales courantes. Vous avez par exemple du calcium circulant en permanence dans le sang pour tamponner ceci. Donc oui, on ne va pas mourir d'un déficit de pH, mais on va mourir indirectement, je dirais qu'on va mourir de manière chronique, d'un déséquilibre minéral, d'un déficit minéral. Et quand je dis minéral, il faut entendre minéraux alcalins. Comment illustrer cela? Par exemple, les sportifs, après l'effort, ont pour coutume de prendre une banane. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en potassium et que ça va tamponner l'excès d'acide lactique produit au niveau des tissus. Et donc on sent bien que ce sont des acidités, ce sont des cristaux qui sont logés, donc on va prendre du potassium pour tamponner cela, puis c'est les reins qui vont faire le travail d'équilibrage et on va uriner. Et donc c'est très bien de faire du sport,
Mais si on... Alors déjà, on a une fuite minérale par la transpiration, on le voit, par le sodium notamment. Et puis ensuite, on s'acidifie en faisant du sport. Alors c'est clair qu'on s'alcalinise aussi parce qu'on a une belle respiration. On détoxifie aussi parce qu'on met en route le système lymphatique, l'émonctoire peau, les pores qui s'ouvrent, la sudation qui sort. Voilà, le système lymphatique qui charrie les déchets, ça circule, c'est très bien. Mais on va s'acidifier beaucoup. Pour preuve, les crampes, les courbatures, les tétanies musculaires qui montrent un excès de déchets dans l'organisme. Et donc il faudra prendre des minéraux alcalins en conséquence pour tamponner cette acidité. Donc vous pouvez vous trouver à être très sportif, surtout les sports endurance comme la course à pied ou voire le marathon, où les gens, on va dire, ont un super système qui tourne bien, donc super système pulmonaire, bon système musculaire, système lymphatique en mouvement, c'est très bien, mais on va s'acidifier très fort. C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. On va dire un marathon, par exemple, c'est extraordinaire. Et je dis que c'est extraordinaire dans le sens où, à un moment donné, tous les gens qui font du sport d'endurance vont vous dire il y a un second souffle. Et bien, le moment de ce second souffle, c'est le moment où il faut arrêter, où la sagesse voudrait qu'on arrête. Ça, c'est une conception qui est plus l'ordre de la médecine chinoise, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on tire sur ce qu'on appelle l'énergie du rein. Donc là, on va sortir du cadre minéral, encore que, puisque bon, ce sont les minéraux qui font les reins qui gèrent l'équilibre des électrolytes, les éliminations, les régulations, etc. Donc, après, on a un deuxième souffle, donc c'est la rate. Autre organe cher à la médecine chinoise, mais là que c'est complètement lié à quelque chose de physiologique qui n'est pas énergétique, d'où l'expression courir comme un dératé. Et puis il y a certains coureurs de fond, il y a encore quelques dizaines d'années, je crois que c'était en Allemagne de l'Est, qui se faisaient enlever la rate pour courir plus vite. Enfin bref, vous avez toujours des conceptions, donc ça s'explique par un second afflux de sang mieux oxygéné, qui arrive. Voilà, c'est un petit aparté, mais pour qu'on comprenne qu'il y a des choses physiologiques. Et donc, cette suracidification liée à l'excès de sport intensif va amener une hyperacidification qui doit être compensée par énormément de bases. Et ces bases, ce sont les sels minéraux alcalins. Donc il faut en consommer de manière suffisante avant, pendant et limite après l'effort. Alors ça commence par être fait, mais vous avez les boissons avec du sodium, mais ce sont des sels synthétiques, sels minéraux synthétiques, donc peu assimilables. C'est pour ça que vous retrouverez, le carbonate de sodium, de potassium, de calcium, mais ce sont par exemple les citrates qui sont les plus biodisponibles. Mais ce qui est le plus biodisponible, c'est du sel organique. Et ça, vous le trouverez dans l'eau de mer, non stérile, puisque c'est le phytoplancton qui rend assimilables les minéraux de l'eau de mer. Donc vous avez néanmoins sur le marché des produits par des laboratoires qui font des extractions d'eau de mer par procédé de microfiltration et pas par ultraviolet, donc il n'y a pas de destruction du phytoplancton, groupés généralement avec un peu de fructose. Et puis donc ça fait des compléments alimentaires à prendre pendant l'effort et après à la récupération. Donc ça existe, mais c'est encore trop peu popularisé. Vous avez néanmoins une approche dans les ultra trails et des choses comme ça, de gens qui vont vous faire des jus d'herbe ou même des jus d'algues. C'est pour aller chercher la chlorophylle, pour oxygéner le sang, mais c'est surtout les minéraux alcalins. Puisqu'on a compris que pour durer dans l'effort, pour ne pas s'user, il fallait ces minéraux alcalins. Puisque si on s'use, si on tape dans les réserves, jusqu'au moment où on va aller où? Jusqu'à l'élément inflammatoire comme l'arthrose, au niveau articulaire, et la conséquence suivante, c'est l'ostéoporose. Donc, il faut renourrir, puisque le calcium qui n'existe pas par rapport extérieur sera puisé à l'intérieur. Donc ça sera les os, les dents, ou même les cheveux. Donc la perte capillaire, le blanchissement des cheveux, la fragilité dentaire et la perte de densité osseuse montrent une carence en minéraux, une déminéralisation avancée.
Mais l'erreur qu'on fait classique, parenthèse, mais qui mérite d'être faite, l'erreur classique qu'on fait, c'est de dire par exemple à quelqu'un qui a une ostéoporose, eh bien, prends du lait pour le calcium, sauf que le calcium du lait de vache est biodisponible à hauteur de 30%, alors que dans les plantes, il est par exemple, les plantes végétaux, à 70%. Et donc ce qui n'est pas biodisponible est considéré par le corps comme un déchet ou quelque chose qui nécessite une dépense énergétique. Et donc il va demander des sels minéraux donc pour tamponner cela. Donc le peu du calcium qu'on tirera dans les produits laitiers va tamponner les déchets qu'il amène de manière intrinsèque. Donc c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle en médecine et en nutrition un paradoxe calcium, donc c'est un terme officiel, puisque la médecine ne comprend pas pourquoi les grands consommateurs de produits laitiers sont ceux qui ont le plus d'ostéoporose. Eh bien, on le comprend par ces échanges de minéraux qui ne se font pas, qui ne se font plus et qui se compensent mal. Donc, pour avoir un bon équilibre acide-basique et surtout avoir une réserve minérale suffisante, il faut consommer énormément de minéraux alcalins issus des végétaux. Et quand on observe l'alimentation de l'homme du Paléolithique, on se rend compte déjà sur l'indice PRAL qu'il était 6 fois moins acide que l'homme et qu'il consommait 3 fois plus de potassium que l'homme. Et sa densité osseuse était 3 fois supérieure. Mais si, pas la peine d'aller aussi loin que l'homme de Paléo pour se rendre compte que 2-3 générations en arrière, vous aviez des individus, masculins ou féminins d'ailleurs, hein, alors on va schématiser dans les campagnes. Dans les campagnes, c'est-à-dire qui travaillent avec son corps au grand air, avec une densité osseuse très forte. Voilà, tous les gens qui ont de la famille qui vit à la campagne ou paysanne se rendent compte que ce sont des gens très massifs au niveau osseux. Voilà, mais ça s'épuise. Alors quand on dit c'est la génétique, moi des deux côtés de ma famille c'est paysans, ce sont des grosses masses, des Golgoths, et moi j'ai une ossature assez fine. Pourquoi? Eh bien déjà parce que après l'école, j'étais plus souvent derrière un écran d'ordinateur, même assez jeune, qu'aller devoir comme mon papa extraire les betteraves dans un champ gelé. Donc à produire un effort physique. Je ne prenais pas aussi les bottes de paille à la fourche pour les monter dans les granges ou les mettre sur une charrette, enfin bref, ou le bois, je l'ai fait un peu, mais rien en comparaison de ce qui devait être fait comme fait l'affouage, le rangement du bois. Donc c'est-à-dire des activités où on sollicite le système pulmonaire de manière très forte, et puis surtout une dépense énergétique, une oxygénation et puis une nourriture tout autre. C'est-à-dire par exemple, on consommait énormément de produits du jardin et surtout les crucifères, donc tous les éléments de la famille des choux, qui sont bourrés, mais absolument bourrés d'éléments alcalins, notamment en calcium. Calcium, magnésium sont est bourrés. Et puis donc il y avait la maraude, il y avait les vergers où de avril à septembre-octobre, on consommait dans les bois, dans les prés et dans les vergers tout un tas de baies extrêmement chargé en minéraux. Et puis au-delà de ça, il y avait la consommation régulière de plantes sauvages, mais qu'on n'appelait pas plantes sauvages, qu'on appelait plantes, qui étaient dehors la maison, donc les pissenlits, le plantain, les choses comme ça, qui sont des éléments bourrés de minéraux alcalins. Vous n'avez pas plus riche, parce que ça se pousse sur des sols très riches, évidemment non traités. Donc l'alimentation était différente, l'hygiène de vie était différente, l'activité était différente, et donc ça se matérialisait par une structure osseuse complètement différente, un équilibre acido-basique complètement différent. Et c'est là où on peut comprendre qu'il y avait un système adaptatif autre, où les gens pouvaient, oui, boire du lait, mais pas n'importe quel lait. Par exemple, le lait de mon grand-père, moi quand j'allais le chercher à la ferme, c'était du lait cru, biologique, il n'y avait pas d'autre chose, de race non hybridée. Et les écarts qu'il pouvait y avoir avec l'alcool ou la surreprésentation de l'alimentation carnée, que j'ai décrit comme acidifiante, mais si on regarde l'alimentation carnée, donc déjà on pouvait la tamponner, mais surtout l'alimentation carnée, c'était beaucoup de gras animal. J'ai souvenir où j'en mangeais pas parce que les enfants n'en mangeaient pas, mais ma famille c'était le gras de porc, le gras de bœuf, etc. Et donc c'est du gras, donc là j'ai expliqué que c'était neutre. Au niveau physiologique, en plus, je n'ai pas d'apporter du collagène au niveau de la muqueuse intestinale qui permet une meilleure absorption des minéraux. Et donc là, c'est là où on voit le second plan, absorber des minéraux, oui, mais encore faut-il, consommer des minéraux, mais encore faut-il les absorber. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne muqueuse intestinale,
donc elle est plutôt passée au Scotch-Brite à notre époque. Et puis, troisième étape, c'est l'assimilation au niveau cellulaire. Alors je vais détailler ces deux phases. C'est pour ça que vous verrez des gens qui se complémentent avec des minéraux, puis ça ne change pas grand-chose dans les analyses sanguines. Parce qu'il y a deux étapes, il y a deux barrières à franchir, dont on ne tient pas souvent compte, que ce soit en allopathie, on en tient plus compte en naturopathie, et puis en hygiénisme. En allopathie, c'est malheureusement trop peu pris en compte. Donc première étape, absorption. Donc absorption au niveau de la muqueuse intestinale. C'est, vous avez des villosités et une muqueuse qui fait le tri entre ce qui doit passer dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans le milieu sanguin, qui va aller au foie, irriguer les cellules, etc. Et donc ça c'est une première étape. Donc imaginez une passoire qui est plus ou moins bouchée. Donc vos minéraux doivent passer la passoire, sauf que si elle est bouchée, vous pouvez en prendre des pilules à gogo, ça fera pas l'affaire. Et donc ces gens-là, ce sont souvent ceux qui mangent beaucoup et qui ont une difficulté à prendre du poids. Donc là, ça dénote une difficulté d'absorption. Et vous aurez tous en tête les exemples de personnes qui se bourrent du tardiféron parce qu'ils sont carencés en fer, et on leur dit « vous n'assimilez pas le fer ». Mais on n'explique pas pourquoi. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc là, la première étape, c'est l'absorption. Donc on voit que c'est dépendant de chacun, de la qualité des villosités, de la muqueuse, puis je dirais de l'environnement bactérien, de l'écosystème intestinal global. Deuxième phase, deuxième filtre, deuxième tamis, l'assimilation. Il faut un environnement cellulaire propice, c'est-à-dire nettoyé, détoxifié, un milieu interstitiel propre, pour que les nutriments puissent arriver correctement à la cellule. Comment on peut prouver que c'est ça qui crée le déficit d'assimilation? Eh bien le jeûne, puisqu'on observe par des prises de sang, et là je vais mentionner des études faites sur le fer qui montrent toujours la même chose, où des individus qui sont carencés en fer jeûnent une semaine, retrouvent un taux de fer normal. Donc ils n'en ont pas absorbé. Puisque c'est tout le fer qui était en stagnance, en latence, en attente, derrière la porte du milieu interstitiel congestionné, la première étape du jeûne, la première semaine, c'est de libérer la lymphe, donc milieu interstitiel, et le sang, des toxines des déchets. Donc c'est pour ça que sont à l'œuvre les reins, notamment qui filtrent ces déchets-là. Et donc une fois que les déchets sont évacués, la place est libre pour que les nutriments arrivent jusqu'aux cellules, y compris les minéraux alcalins. Donc c'est pour ça que le jeûne, en tant que tel, ne carence pas, au contraire, et que c'est difficile. Et il faut en effet, quelque part, faire un 180 complet. Donc on étudie la physiologie, mais les preuves matérielles, physiologiques et les analyses sont là pour nous montrer que c'est le cas. Le jeûne ne carence pas, au contraire, il régule. Et cette régulation, c'est ce qu'on a apporté en dehors. Mais il n'y a pas besoin de voir le jeûne pour ça, il y a simplement d'observer les individus pléthoriques, obèses, qui se trouvent être carencés. Et ça, c'est un paradoxe. Et on va dire, dans un français courant assez insultant, ben, regarde cette personne, elle a des réserves. Eh bien non, c'est celle qui en a le moins, puisque justement, d'être complètement congestionnée fait qu'elle ne peut plus assimiler les micronutriments, y compris les éléments minéraux. Donc, ce sont les personnes les plus propices aux carences. Et les individus minces, voire maigres, qui peuvent manger entre guillemets tout ce qu'ils veulent, eux aussi risquent la carence, puisque là, c'est le système nerveux qui est en alerte, et puis surtout une muqueuse intestinale qui n'est plus efficace pour l'absorption. Donc on ne peut pas se permettre de manger ce qu'on veut sans prendre de poids. C'est une loi physique où on voit que ça clignote rouge. Mais nous, on verra ça, vu qu'on se regarde d'un point de vue esthétique, comme une chance. Ah, c'est pas une chance. C'est que là, il y a un gros problème. Mais c'est, oh, t'as de la chance, hein, toi tu peux manger ce que tu veux, tu prends pas de poids. Eh ben, vas-y sur le Nutella, vas-y sur le grignotage, etc. Et mais évidemment, c'est un indicateur comme quoi l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et comme quoi il y a quelque chose qui est à réguler. Et ça se régule, évidemment. Et là, je renvoie à un ouvrage. J'ai beaucoup de gens qui viennent jeûner pour prendre du poids. Et Désiré Mérien avait écrit un livret qui s'appelle « Jeûner pour grossir ». Alors c'est taquin, hein, mais en fait il explique physiologiquement ce qui se passe en se basant sur ce que je vous explique, la muqueuse intestinale et la congestion cellulaire. C'est toujours la même chose. Donc si on parle des minéraux, on pourrait parler des micronutriments, mais les minéraux sont d'autant plus importants qu'ils viennent corriger l'équilibre acido-basique. Consommera-t-on trop de minéraux? Alors je dirais de manière naturelle, c'est peu probable.
Mais de manière artificielle, comme c'est la mode des jus de légumes et des compléments alimentaires, oui, il est possible de consommer de trop de minéraux alcalins, nous faisant passer en alcalose métabolique et en fatiguant nos reins. Donc ça, il y a des mesures de pH qui ont été faites, notamment dans Gabriel Coussens relate cela dans l'un de ses livres qui s'appelle Se nourrir en conscience. Donc il cite plusieurs études, et les siennes d'ailleurs, qu'il a menées dans sa clinique en Arizona, où il observe des cas d'alcalose métabolique sur des crudis végétaliens, et à plus forte raison ceux qui consomment des jus de légumes. On voit des pH urinaires qui dépassent 8. Donc c'est une norme affolante. Et donc là, il y a une fuite minérale complète et une génération d'acidité par le corps. Et on va avoir des urines alcalines sur le papier tournesol, la pH, là. Et on va se dire, bah super, j'ai plein de réserves alcalines, alors que non, on pisse ces jus de légumes et ces compléments alimentaires. Donc tous ces deniers partent dans la cuvette des toilettes avec l'illusion heureuse de penser qu'on est alcalin, alors qu'en fait on s'acidifie. Et on va même prendre les symptômes de cette acidification pour la détoxination. Et c'est trop tard qu'on s'en rend compte au moment où les dents sont lésées, où il y a une perte de cheveux. Alors on se dit, tiens, c'est plus de la détox, c'est de l'intox. C'est aussi peut-être de l'intox d'informations auxquelles on a eu affaire. Mais ça, encore une fois, c'est observable physiologiquement. Donc derrière ce courant des jus de légumes qui sont bénéfiques, il faut y voir quelque chose qui est absolument non naturel. Vous n'avez pas de plant de jus de légumes, d'arbre à jus de légumes. Donc c'est artificialisé, il y a des mécanismes très complexes. On court-circuite donc l'absorption, puisqu'on enlève les filtres, et on surcharge le travail assimilatif. Ce n'est pas fait pour assimiler aussi vite. Donc il y a une rétraction énergétique, une dépense énergétique d'un autre côté. Rien n'est simple, rien n'est compliqué, mais il y a des choses qui sont complexes. Et donc il faut en prendre compte. Donc si on pense se reminéraliser à grand renfort de jus de légumes ou de compléments alimentaires, bon déjà il y a des bases, hein, je veux dire, on vend plutôt du carbonate de calcium, carbonate de potassium, carbonate de magnésium, alors que ce sont les formes de citrate qui sont les plus colloïdales, mais pas naturelles. Donc ça serait plutôt l'eau de mer, ça serait plutôt les plantes sauvages, ça serait plutôt les fruits frais, mûrs, à condition d'avoir le tempérament. Là je ne vais pas détailler, je renvoie vers une causerie que j'ai faite qui s'appelle les fruits bons ou mauvais. Voilà, où je parle des tempéraments physiologiques et puis des cas particuliers, parce que tout est dans le particularisme, et donc les végétaux. Mais il faut avoir une bonne assimilation, donc connaître sa flore intestinale, son écosystème intestinal de manière générale, et connaître son état de toxémie pour savoir si on peut enfin laisser rentrer des informations au niveau cellulaire. Tout ce qui est vert et qui pousse hors sol est extrêmement riche en minéraux alcalins, et ça fait partie d'une des bases de l'alimentation de l'homme. En plus, en général, c'est bourré de fibres, donc ça contribue à un bon fonctionnement intestinal et en alimentation en prébiotiques. Donc il faut y aller joyeusement. Donc plantes sauvages, les crucifères, comme je l'ai dit, puis tout ce qui est vert hors sol, tous les végétaux chlorophyllés, toutes les salades, toutes les jeunes pousses, toutes les graines germées, tout ça on y va avec joie, et tous les fruits solaires. La figue est l'aliment qui contient le plus de calcium, et vous en avez aussi dans les grains, et notamment les grains oléagineux. Donc le sésame est bourré de minéraux alcalins. Après vous avez les amandes, voilà, différentes choses, le sarrasin germé. Enfin, vous avez pléthore d'aliments riches, mais les céréales sont plutôt déminéralisantes, puisque nos minéraux sont peu assimilables. Donc là, quand je parlais du sarrasin, c'est plutôt de la famille des, je ne sais plus, famille des épinards, je ne sais plus le nom botanique, désolé, et j'ai parlé germé, donc ce qui est différent du grain sec, là on est sur une germination. Donc c'est pas parce qu'on a une analyse sanguine satisfaisante dans les minéraux alcalins circulants qu'on a de bonnes réserves, parce que c'est autre chose, puisqu'on parle au niveau des réserves, pas de ce qui est circulant. Donc à moins que vous ayez des graves problèmes rénaux, tout le monde va dire bah, j'ai pas de problème de potassium, j'ai pas de problème de calcium, j'ai pas de problème de magnésium, j'ai pas de problème de sodium. Tout le monde est OK. Mais en définitive, pardon, on est en déficit majoritaire, et c'est pour ça qu'on voit pulluler les pathologies inflammatoires, donc acidifiantes, donc avec peu de compensation minérale, comme l'arthrose, comme l'ostéoporose, etc., 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 etc.
c'est vraiment au niveau plus articulaire où on va le sentir. Et puis après, polyarthrite, etc., où ça se trouve, là où il y a carrément prolifération d'agents qui ne devraient pas passer la barrière de la muqueuse qui se retrouvent et qui se logent au niveau articulation. Là, vous avez le système immunitaire qui s'emballe et qui fait son travail, qui attaque les éléments étrangers. C'est pour ça qu'en prenant des immunosuppresseurs, il n'y a plus de douleur, mais le but, c'est de réparer la muqueuse intestinale et de ne plus faire rentrer les éléments qui l'agressent et qui se retrouvent être toxiques pour l'organisme. Donc là, je renvoie vers le docteur Jean Seignalé qui va parler des céréales à gluten, des produits laitiers, des sucres, des aliments raffinés, frits, etc. Mais ce n'est pas l'objet de la petite causerie. Là c'est vraiment pour synthétiser, pour finaliser. Les minéraux sont absolument essentiels, à plus forte raison dans le mode de vie qu'on vit qui est hyper acidifiant, hyper toxémique, et donc il faut en prendre plus que de raison, d'autant plus que nous faisons pousser des végétaux sur des sols assez pauvres, déficitaires en manganèse, en zinc, en potassium, en magnésium, en calcium. Donc du coup, les végétaux qui vont pousser dessus vont eux aussi se trouver carencés. Et vu que nous, on a une faible absorption, une faible assimilation, on se retrouve avec 3 étapes très réduites, pauvres. Et donc forcément, d'un côté une grande demande en minéraux et d'autre une faible capacité d'apport, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est le déséquilibre acido-basique, ce qu'en naturopathie on va appeler la cause profonde de la maladie.